Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, chose promise, chose due. Après mon dernier rendez-vous avec l'Olympique Lyonnais que vous pouvez trouver en lien ici, j'avais garanti qu'on allait reparler rapidement de l'OL. C'est chose faite aujourd'hui puisque je vais vous présenter Thiago Almada, que le monde connaît déjà quand même beaucoup, champion du monde 2022. Mais dans cette vidéo, il s'agit de savoir où il en est aujourd'hui après son passage du côté de Botafogo. Où se situe Thiago Almada et où va-t-il se situer notamment dans la hiérarchie des nombreux joueurs offensif lyonnais, de Benrahma à Nuama en passant par Cherki et Fofana. Que va apporter Thiago Almada? On va voir ça tout de suite en stats et en vidéo. Alors Thiago Almada, c'est évidemment un joueur assez connu déjà, assez coté, et on va rapidement passer en revue son parcours. Joueur de 23 ans, né en 2001, 1m71, milieu offensif, qui a donc rejoint l'Olympique Lyonnais depuis Botafogo, qu'il avait acheté à Atlanta en juillet dernier pour 19,5 millions d'euros. Il était déjà passé de Vélez à Atlanta pour 14,5 millions d'euros. Le voilà donc à Lyon en prêt. Merci John Textor. Et donc Thiago Almada, son parcours depuis ses débuts, c'est des débuts donc en 2019, très jeune, en Argentine. 3 buts, 2 passes D pour sa première apparition dans le championnat argentin. Et on va juste regarder les bilans à droite. À Vélez, c'est 100 matchs, 24 buts, 10 passes décisives. À Atlanta, c'est 83 matchs, 26 buts, 24 passes décisives. Donc de sacrées statistiques en MLS. Et du côté de Botafogo, c'est seulement 3 buts et 2 passes décisives en 26 journées, en 26 matchs. Et en Serie A, uniquement le championnat brésilien. C'est une demi-saison du coup, 17 matchs joués, un seul but et 2 passes décisives. Et il faut noter d'ailleurs que les 2 passes décisives ont eu lieu sur des coups de pied arrêtés. Aucune passe décisive dans le jeu pour Thiago Almada au Brésil. Et ça, c'est un point qu'il va falloir creuser. On va voir que sur le plan statistique, il y a une petite baisse de niveau entre la MLS et le Brésil chez Thiago Almada. Et justement, c'est la suite de cette analyse. J'ai pris les 3 aventures de Thiago Almada au Brésil, en MLS et en Argentine. Et on va les comparer avec ce que font Ryan Cherki et Malik Fofana en Ligue 1. Et donc là, vous avez tout ce qui est production offensive, les XG, les XA et donc l'addition des deux. On peut voir où se situe Almada par rapport à Cherki et Fofana. On voit que en gros, les statistiques de Thiago Almada en MLS étaient dignes de celles de Ryan Cherki en Ligue 1. Vous voyez qu'en termes de production globale, ça se valait pas mal. En revanche, Almada est un joueur qui va moins souvent dans la surface que Cherki, moins souvent dans la surface que Fofana. Et ça, on va le retrouver en vidéo, parce que vous allez voir, c'est un joueur qui aime bien toucher la balle très bas, voire même souvent hors des zones denses, un peu dans le confort. Au niveau de l'accès à la surface de réparation, des passes dans la surface de réparation, c'est un joueur qui est capable de donner des bonnes passes dans la surface. Vous le voyez ici, il en donne plus en moyenne que Malik Fofana, par exemple. Et au niveau des dribbles, c'est moins un dribbleur, vous le voyez, que Cherki et que Fofana, et notamment avec de la réussite, certes, dans ses dribbles, mais très peu de dribble tenté lors de son passage au Brésil. Et ça, on va le revoir. Est-ce que ça ne vient pas du niveau qui s'élève au niveau des adversaires? On va se pencher là-dessus parce que justement, on a comparé Cherki et Fofana avec Almada, mais on compare Cherki Fofana Ligue 1 face à Almada au Brésil, en MLS et en Argentine. Et le niveau des adversaires n'est pas le même. Justement, le niveau des adversaires, je vous le présente avec ce graphique. Alors ce graphique, qu'est-ce qu'il représente justement? On a pris les 3 divisions dans lesquelles a évolué Almada, l'Argentine, les États-Unis et le Brésil, et donc on a comparé avec la France. Qu'est-ce qu'on a comparé? On a comparé les défenseurs. Et on les a comparés comment? En utilisant l'index mis en place par Ismaël Affoud, qui permet de tirer des notes des joueurs de 0 à 100. Évidemment, le 0, c'est le pire, le 100, c'est le meilleur joueur. Et ça nous permet de savoir, par exemple, que les pires défenseurs d'Argentine ont une note ici aux alentours de 26-27, quand les meilleurs en Argentine ont une note de 40. Aux USA, ça monte un petit peu. Au Brésil, ça monte un petit peu. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de comparer avec les défenseurs en France. Et en moyenne, un défenseur en France en Ligue 1 va avoir une note aux alentours justement de 40. Ce qui fait que Almada, les pires défenseurs qu'il va retrouver en Ligue 1, ça va être des défenseurs qui seront au niveau top tiers au Brésil, au niveau, allez, on va dire top 20% aux USA et au niveau des meilleurs défenseurs en Argentine. Bref, le niveau va quand même considérablement s'élever et Almada va devoir s'adapter
à cette nouvelle adversité. Et après ce premier petit tour statistique que l'on terminera tout à l'heure avec la fiche d'Almada, on va enfin se pencher sur des images et on va d'abord se pencher sur un best-of de ses meilleures actions, des buts, des passes décisives, parce que Almada, c'est d'abord une gâchette à l'approche de la surface de réparation, et on va le voir avec ces images, d'abord de ces 2 passes décisives que j'évoquais à Botafogo, des passes décisives sur coup de pied arrêté. Là, c'est lui qui va déposer le centre pour la reprise de volée, qui finit au fond, joli. Et la deuxième passe décisive, là encore sur un corner où il n'est pas au corner, mais il est à la deuxième passe ici en une touche pour un partenaire qui termine assez facilement. Néanmoins, Almada, c'est aussi des actions dans le jeu et un but dans le jeu là avec Botafogo sur une transition à suivre du côté de l'OL. S'il joue derrière l'attaquant, il sera peut-être intéressant sur ce genre de séquence où il donne, il accélère, il y a une deuxième vitesse sans ballon qui lui permet d'aller finir l'action tranquillement. Autre situation où on va le voir arriver de loin aussi dans la surface de réparation, c'est sur cette séquence-là. Il est à gauche là et il va repiquer pour attaquer la surface et finir grâce aussi à la petite erreur de main du gardien. Donc voilà, Almada, c'est un joueur aussi qui est attiré par le but lorsque le chemin vers celui-ci commence à s'ouvrir. On enchaîne ici avec une nouvelle séquence où on va le voir traîner à l'entrée de la surface. On va voir sa frappe de balle. La balle va revenir sur lui, il est à l'angle là de la surface, une de ses zones préférées. Il pourrait tenter du droit, il est attaqué, il se remet sur son pied gauche, il frappe, le pied gauche est moins fort, c'est dévié, ça termine au fond des filets. Mais c'est l'occasion d'évoquer, là encore, sa spontanéité, sa capacité à finir assez rapidement. Là encore, on va le retrouver à l'aise dans les petits espaces servis face au jeu. Et il va se lancer dans un petit dribble, crochet intérieur, on rentre dans la surface, on poursuit l'action, ça nous revient dessus. Spontanéité du pied gauche, ça finit au fond des filets. Voilà, à nouveau, Almada, décisif dans la surface. Et là, on va le voir à la passe, là encore dans une zone dense. Il réussit à s'en sortir, pied droit, pied gauche. Il se met sur son mauvais pied, le pied gauche, il dépose un très bon ballon qui, cette fois-ci, ne se transforme pas en passe décisive. Ce n'est que partie remise, puisque quelques temps plus tard, dans le même match, là à nouveau, il se retrouve cette fois-ci sur son pied droit. Il déclenche vite une passe que ne renierait pas Ryan Cherki, mais ça ne finit toujours pas au fond des filets. Et on continue avec une nouvelle action pour illustrer sa capacité à se mettre rapidement en position de tir. Ici, il va contribuer déjà à sortir la balle. Ça y est, ça va se développer côté gauche. Et il va réapparaître à l'entrée de la surface de réparation. Ici, contrôle de balle, deuxième touche, ça suffit pour frapper et parfaitement placer le ballon. Donc cette spontanéité-là, forcément, même en Ligue 1, même quand ça se resserre, déclencher aussi vite, ça peut être utile et ça va être utile forcément à Almada et à l'OL. Nouvelle séquence ici où on va le voir une nouvelle fois déclencher rapidement. Passe en retrait, du pied droit, il dépose un très bon ballon sur son attaquant qui conclut. Donc là encore, cette spontanéité, c'est quelque chose qui est transposable à la Ligue 1. Comme sur cette dernière action où on va le voir apparaître entre les lignes. Ici, il reçoit la balle et il arrive à délivrer un très bon ballon dans le bon tempo. Malheureusement, là encore, ça ne fait pas une passe décisive. Et cette spontanéité, cette qualité de passe, on la retrouve ici où il se met face au jeu tranquillement. Il peut lancer dans le bon tempo, en profondeur, un partenaire qui part de loin. On va le retrouver aussi sur cette séquence-là, cette fois-ci vers la droite, avec une superbe ouverture, là encore dans le bon tempo. Une passe que ne renierait certainement pas un certain Ryan Cherki. Alors évidemment, on vient de voir beaucoup d'actions positives d'Almada dans les 25 derniers mètres, mais que se passe-t-il sur les 75 précédents ? C'est ce sur quoi nous allons nous pencher maintenant avec des images sélectionnées durant son éphémère passage du côté de Botafogo. Et on va commencer par ce que j'appelle la spéciale Almada. Ici, ça va être ce demi-tour là pour partir sur son pied droit et accélérer. Et là, il résiste bien au contact, il reste bien sur ses appuis, il feinte un petit peu, il tente un petit ballon dans la surface qui est finalement repoussé par la défense. Nouvelle séquence ici, l'occasion de voir son explosivité, son accélération. Et ensuite, sa mise en position de frappe, mais cette fois-ci, ce n'est pas cadré. On continue à dérouler les séquences avec une nouvelle option qui nous permet de le voir faire des efforts défensifs. Ici, la course de pressing pour fermer la solution de passe. On va le voir aussi ne pas négliger ses efforts en phase défensive. On va le voir aussi, vous voyez là, il cherche encore à partir sur ce pied droit, mais il était attendu et quand il est attendu à l'intérieur, ça devient plus compliqué pour lui de s'en sortir. On continue ici avec une nouvelle course de pressing, sauf que parfois il arrive trop vite, il ne ralentit pas et là il se fait facilement éliminer. C'est quelque chose qu'on va voir sur d'autres séquences aussi. Nouvelle séquence, il décroche, il demande le ballon et là il va prendre la pression. Tout le monde s'attend à ce qu'il se tourne vers l'intérieur. Cette fois-ci, il est pris, il s'en sort de justesse. Là, cette fois-ci, on va le voir venir faire l'effort défensif. Il vient fermer. Ici, il essaie de repartir en transition.
il va revenir aider et à nouveau essayer d'intercepter le ballon. Donc là encore, comme je le disais, c'est quelqu'un qui défensivement fait les efforts, sait mettre de l'intensité quand il défend. Au-delà du repli, il le fait avec une certaine intensité et pour récupérer des ballons, pour gagner des ballons. Là à nouveau, vous voyez, la spéciale, on essaie de partir vers l'intérieur, sauf que quand on est attendu, c'est difficile de progresser, on se fait enfermer et finalement la balle, on la perd. Et c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que c'est quelque chose qu'il fait souvent. Là encore, il tente de rentrer à l'intérieur et il est attendu, il est pris, la balle est perdue et l'adversaire peut repartir en transition. On reprend avec une séquence de pressing où il sort à nouveau un petit peu fort, il va se faire facilement éliminer, vous voyez, par le défenseur. Évidemment, important de ralentir dans les derniers mètres pour bien cadrer l'adversaire et ne pas se faire éliminer. Lorsque celui-ci est doué techniquement, ça peut aller très vite. Et là, on va avoir une nouvelle séquence où on va constater les habitudes d'Almada lorsqu'il se retrouve sous pression. Ici, il va toujours s'en remettre à son corps pour protéger son ballon. Et parfois, évidemment, ça peut poser des problèmes ici où il arrête carrément l'action. Mais on va surtout se pencher sur ce qui se passe lorsqu'il décroche. Vous voyez, il décroche, mais il aime bien décrocher dans le confort, en décrochant devant la ligne de pression adverse, ce qui fait que parfois il se prend la pression, mais là, vu que le défenseur se fait avoir, il arrive à faire sa spéciale, partir sur son pied droit, rentrer en fixation, en percussion même, mais finalement là, s'empaler sur la défense, faute de solution. Et ça va continuer avec d'autres extraits comme ici, le plus évident peut-être, où il est servi, vous voyez, il est servi avec un temps d'avance, il pourrait peut-être enchaîner sur son pied gauche et aller vers le but adverse, et là, qu'est-ce qu'il va faire alors que le défenseur arrive dans son dos et qu'il protège son ballon, il va encore s'en remettre à ce demi-tour-là pour essayer de rentrer à l'intérieur, sauf qu'il est pris, et là, l'adversaire peut repartir derrière, même si Almada ensuite fait l'effort et fait une petite faute d'ailleurs. Il va sans doute être averti pour cela, absolument. Nouvelle prise de balle sur le côté gauche, on rentre à l'intérieur et à nouveau ça se referme. Il arrête son action et il essaie de rentrer dans l'axe, sauf que le défenseur sait où il va aller, le défenseur l'attend, essaie d'intervenir, il y en a un, il y en a deux, et le troisième finalement intercepte. Et c'est ça le problème peut-être de Thiago Almada aujourd'hui, c'est que lorsqu'il est sur le côté, il est très très prévisible. Là encore, il est bien placé, il est servi entre les lignes, il pourrait enchaîner vu sa prise de balle, et vu qu'il y a un milieu de terrain qui est à portée, un adversaire, il va encore faire son demi-tour et se faire prendre le ballon. Et si déjà au Brésil ça ne passe plus, en Ligue 1 ça risque d'être encore plus problématique. Là encore, la prise de balle, il va être attaqué par un, par deux joueurs, et c'est terminé. Néanmoins, terminons sur une note positive, parce que quand il réussit à passer là où il veut passer, c'est-à-dire protège son ballon, le dribble, on se retourne et on arrive à partir, forcément là quand le terrain s'ouvre, ça devient intéressant et il peut retrouver sa spontanéité pas loin de la zone de vérité. Mais il faudra faire attention parce qu'en Ligue 1, quand on est prévisible, qu'on ne profite pas du temps d'avance, on peut très vite être cerné et rattrapé par les défenseurs, voire même enfermé dans des prises à deux. Donc attention à ça pour Thiago Almada. D'ailleurs, il est temps de conclure notre tour statistique sur le bonhomme pour voir l'évolution de son index, de son radar et de ses fiches entre la MLS et le Brésil. Et on va voir ça tout de suite en images. Vous voyez qu'en MLS, à la sortie de ses 6 mois en MLS, il était considéré comme une star en Ligue 1 et un bon titulaire potentiel en Première Ligue. Il est même monté dans des hauteurs au-dessus de la Première Ligue ici et digne du top 200 au niveau mondial, des meilleurs joueurs au niveau mondial. Et surtout à droite, vous voyez un radar avec énormément de qualités fortes. Le volume de tir, sa capacité à déclencher très vite à l'entrée de la surface, les dribbles, la création par la passe, la construction, la conservation de balles, qui sont aussi dus au fait qu'ils redescendent énormément pour participer au jeu et construire, donc moins de déchets et surtout beaucoup de ballons joués en MLS. Et en revanche, quand on se penche sur sa saison au Brésil, vous voyez que son index a chuté et l'index le considère aujourd'hui comme un titulaire qui serait au niveau moyen en Ligue 1, toujours très fort dans la construction et la conservation parce qu'il décrochait aussi beaucoup au Brésil pour organiser le jeu. Il était peu présent dans la densité, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un numéro 10, mais vous avez vu ses habitudes entre les lignes, c'est pas forcément un joueur qui va y être particulièrement à l'aise, parce que les adversaires sont pas loin, et dans ce cas-là, on l'a vu, il va souvent mettre son corps en opposition, se retrouver de haut jeu, et se retrouver parfois en difficulté. Donc il faudra vraiment pour lui
travailler ces enchaînements entre les lignes pour espérer gagner en efficacité dans cette zone du terrain, parce que quand on est servi avec un temps d'avance, il s'agirait d'en profiter, parce que si on attend que ça se referme, à chaque fois ça va devenir de plus en plus dur pour faire en sorte que ça se réouvre. Maintenant, dans quelle configuration on peut l'imaginer aujourd'hui du côté de Lyon? Ce qui est intéressant sur le plan défensif, c'est l'intensité qu'il met, les efforts qu'il est capable de faire, cette deuxième vitesse, même si parfois il va trop vite au niveau du cadrage, ça le rend intéressant soit pour jouer sur un côté, on sait qu'il fera les efforts, et même dans l'axe, on sait qu'il fera les efforts défensifs. Et aujourd'hui, le milieu lyonnais peut difficilement se passer d'un joueur capable de courir, d'accompagner Tolisso, d'accompagner Verretou, de revenir aider Matic ou Tessman. Lyon a désespérément besoin d'un 10 entre guillemets défensif, et en l'occurrence, Almada peut remplir les cases malgré ses défauts avec le ballon et dans la densité. Et évidemment, dernier point sportif et non des moindres, sa capacité à finir les actions, que ce soit sur les côtés ou dans l'axe. Il y a un pied évident, capable de donner des dernières passes, capable de faire de la stat, et ça évidemment, quand on est en course vers la Ligue des Champions, on en a toujours besoin. Et maintenant qu'on a fait un premier tour d'horizon sur Thiago Almada, le sportif, évoquons tout de même l'homme qui a plusieurs affaires extrasportives derrière lui, dont une affaire d'agression sexuelle particulièrement sombre. Si vous voulez en savoir plus, je remercie la personne qui m'a envoyé ce PDF, pourquoi Almada est problématique, disponible dans la description de cette vidéo. Ce PDF qui décrit l'affaire pour ceux qui ne seraient pas au courant. C'est une affaire qui date de décembre 2020 à l'occasion d'une soirée chez un joueur. Soirée durant laquelle Thiago Almada aurait participé à une agression sexuelle. On a le témoignage de la plaignante qui donc raconte son histoire et sa soirée, où d'abord elle assure qu'elle est montée dans une des pièces de la maison avec Thiago Almada pour avoir une relation consentie. Elle a bu un verre, s'est sentie mal. Brizuela, qui est un autre joueur de Vélez à l'époque, et une femme sont entrés dans la pièce et que les trois, Almada, Brizuela et la femme, ont commencé des pratiques diverses sans le consentement de la personne. Pourquoi c'est problématique ? Parce qu'on a en effet retrouvé de la drogue dans les analyses de la victime et que Almada a été la première personne avec qui elle a été. Almada a aussi fait participer des personnes tierces à un rapport auquel la victime n'avait pas consenti. Et quand on se retrouve dans une telle situation et qu'on ne fait rien pour l'arrêter alors qu'une personne nous demande d'arrêter, c'est que l'on fait aussi partie du problème, même si à l'arrivée, nous ne sommes pas condamné par la justice. Et d'ailleurs, puisque l'on parle de la justice argentine, je vous renvoie à nouveau vers le PDF dans la description, puisqu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre encore sur la façon dont l'enquête a été menée et même sur l'ingérence de la Fédération argentine de football. Voilà pour cette vidéo sur Thiago Almada. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce, de laisser un commentaire, abonnez-vous, activez la cloche, d'autres sujets vont venir assez rapidement. Sur l'Olympique Lyonnais, il y a un petit match contre Bourgoin qui s'est terminé, qui s'est mal passé, peut-être beaucoup d'enseignements à en tirer pour Pierre Sage. Peut-être que ça sera l'occasion d'un nouveau React tactique dans les prochaines heures, les prochains jours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine. Ciao.